Bonsoir William. Bonsoir Franck. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté qu'on se parle en dernière minute comme ça parce que aujourd'hui il y a eu une décision historique, en tout cas à mon avis, et tu vas nous expliquer ce que tu en penses, de la Cour pénale internationale qui a donc finalement demandé des mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et Mohamed Dif du Hamas. Pour faire un petit récap très vite fait, le procureur de la CPI, Karim Khan, le 20 mai dernier, avait demandé à la Cour ces mandats d'arrêt Ah, aussi contre Ismaël Haniyeh et contre Yahya Sinwar. Entre-temps, Israël a assassiné Sinwar et Haniyeh en Iran. Euh, Depuis, on sait que la CPI a reçu des pressions énormes d'États et d'autres pour laisser tomber cette affaire. C'est pas nouveau parce qu'on sait que l'ancienne procureure, Madame Bensouda, avait aussi reçu des menaces qui ont été documentées de la part d'Israël et d'agents israéliens. En août, Karim Khan demande à la Cour de répondre en urgence à sa requête, parce qu'il y a donc mai, juin, juillet, août, 3 mois où il s'était rien passé. Et finalement, du coup, aujourd'hui, la CPI donne ses mandats d'arrêt contre Netanyahou, contre Gallant et contre Mohamed Dif, qui est peut-être mort, parce qu'Israël dit qu'ils l'ont tué il y a quelques mois déjà. Tu avais dit déjà en mai dernier, tu avais parlé d'une bascule et d'un séisme quand Karim Khan avait demandé ses mandats d'arrêt. Aujourd'hui, tu dirais quoi? bah, oui, c'est évidemment une décision historique pour l'histoire judiciaire de la Cour pénale internationale. C'est une décision historique pour l'humanité. C'est la première fois que deux principaux dirigeants d'un pays démocratique, en tous les cas qui se prétend démocratique, même s'il fait l'objet de critiques en raison du démantèlement de l'état de droit auquel se livre Netanyahou, un pays soutenu avec une ardeur totalement extraordinaire, exceptionnelle par les États-Unis et pendant un certain temps par l'Union européenne, un pays qui est désigné comme comment dire, le promontoire, le porte-avions, au milieu de tous ces pays despotiques et d'aucuns disent au milieu de tous ces barbares. Eh bien, c'est la première fois que le dirigeant d'un grand pays démocratique est poursuivi par la justice pénale internationale. C'est une première absolue. Alors, c'est une première absolue, et on voit bien que ça a été compliqué pour les juges, puisqu'un jour, il y aura un livre qui va s'écrire pour faire la narration des pressions terribles, terribles, qui se sont exercées sur Karim Khan, sur les trois juges de la chambre préliminaire. Certains, d'ailleurs, se sont fait remplacer. Il faudra un jour comprendre pourquoi. Et comment la France et le Royaume-Uni ont déposé des amicus curiae pour voler un pays de façon tout à fait hypocrite au secours d'Israël. Bref, c'est un pas gigantesque. Ça va être évidemment un séisme. Euh, les, les... Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est que dans cette période de l'humanité si funeste, si troublée, où le sentiment de poids de mesure est tellement puissant, est tellement attisé et instrumentalisé par des despotes et des dictateurs de tout poil, en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, en Asie. Euh, ces mandats d'arrêt qui sont le fruit d'un travail évidemment considérable des enquêteurs de la Cour pénale internationale euh, pourront peut-être, il faut espérer que ça soit une forme d'espoir, être un puissant antidote contre l'universalisation d'un sentiment d'une justice pénale à géométrie variable, à la solde des pays occidentaux, un antidote contre le deux poids deux mesures qui est une source tellement dommageable pour décrédibiliser le message universel des droits humains, pour décrédibiliser la justice pénale internationale et au-delà pour décrédibiliser tout le système onusien, car il faut rappeler que cette Cour pénale internationale est un enfant de l'ONU, est un enfant de la communauté internationale.
Et maintenant, ma question, parce que beaucoup de gens se posent cette question-là, beaucoup de gens ont perdu totale confiance dans le droit international et la justice depuis le début du génocide à Gaza, après la Cour de justice internationale et sa décision en juillet, après l'Afrique du Sud où rien ne s'est passé en fait, et même ça s'est empiré. Les gens disent, ok, super, la CPI donne ses mandats d'arrêt, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour Netanyahou et Gallant? Je ne parle pas de Mohamed Deif parce que il est sûrement mort, mais pour Netanyahou et Gallant, qu'est-ce que ça veut dire et surtout quel est le rôle des pays maintenant? Parce que c'est le rôle des pays membres de la CPI et du statut et les signataires du statut de Rome qui maintenant rentrent en jeu. La balle est dans leur camp, on va dire. Alors, le paradoxe de la Cour pénale internationale, on avait beaucoup travaillé avec les acteurs de la société civile. Moi, j'avais participé aux travaux préparatoires à New York dans les années 90-95, où les États négociaient âprement, virgule après virgule, mot après mot, les termes du statut. Et on voyait bien que les résistances étaient déjà très puissantes. Et d'ailleurs, en partie, elles se sont concrétisées dans un statut qui peut être critiqué sur certains points. Mais enfin, comme le disait Robert Badinter, il y a une dynamique de la justice pénale internationale qui est sans doute irréversible. Mais le paradoxe, c'est que c'est une justice pénale internationale qui juge les crimes les plus graves, ceux qui offensent l'humanité, ceux qui sont source de destruction de l'humanité, et qui n'a pas de bras armés, qui n'a pas de police. Donc tout repose sur la coopération des États. Vladimir Poutine, dont les mandats d'arrêt ont été ratifiés en 3 semaines, ici ça a pris 7 mois, est venu parader fanfaronné à Oulan-Bator il n'y a pas très longtemps en Mongolie, qui a ratifié le statut de la Cour pénale internationale. La première conséquence, c'est que Netanyahou et Gallant sont des fugitifs. Ce sont des personnes recherchées. Maintenant, ils figurent dans tous les ordinateurs des polices de l'air et des frontières et d'Interpol. La seconde conséquence, c'est que les territoires où Netanyahou et Gallant vont pouvoir se rendre en toute tranquillité juridique vont se restreindre. Et l'Union européenne a déjà dit que les mandats d'arrêt devront être appliqués. Alors, au cas par cas, au coup par coup, il peut y avoir des négociations, une espèce de sauf-conduit qui sera accordé pour des raisons politiques ou économiques, ou au terme de différents chantages à Netanyahou pour qu'il puisse circuler ici ou là. S'il veut circuler chez Poutine et aller voir Poutine au Kremlin, ça sera une rencontre de grands malfaiteurs internationaux. Mais ça ne peut que fragiliser, même si la droite et l'extrême droite n'ont jamais été aussi hauts dans les sondages en Israël, ça ne peut quand même à terme que fragiliser la politique de Netanyahou. Il faut se souvenir qu'une avocate admirable qui représente 300 familles victimes du carnage du 7 octobre de l'année dernière s'est félicitée des mandats d'arrêt, évidemment, délivrés contre le Mohamed Zweig, le personnage, la branche armée du Hamas. Mais il n'empêche que un certain nombre d'Israéliens, sans qu'ils puissent forcément le dire facilement à haute voix, doivent se réjouir ce soir de ces mandats d'arrêt. Et je lisais un des passages là du communiqué de presse de la CPI. La CPI, il faut rappeler en fait que ce mandat d'arrêt parle au niveau des dates du 8 octobre au 20 mai, puisque c'est la date à laquelle Karim Khan a demandé ses mandats d'arrêt. Mais la Chambre expliquait qu'elle avait trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahou et Gallant portent chacun une responsabilité pénale en tant que supérieur civil pour le crime de guerre consistant à diriger intentionnellement une attaque contre la population civile et surtout que ces actes entre le 8 octobre et le 20 mai sont toujours d'actualité, continuent à se passer. Et ça, c'est important de la part de la Cour. L'important, c'est que aussi, ces mandats d'arrêt, ils suivent aussi une décision de janvier de cette année de la Cour internationale de justice, qui n'est pas un père de gauchistes pro-palestiniens, et qui avait déjà rendu une décision, certes, dont Israël se fiche complètement, et dont beaucoup d'États de la planète se fichent complètement. Et d'ailleurs, ici, un codicile pour dire à quel point, en miroir inversé, Poutine, Washington, Pékin et Moscou
trouvent, pour des raisons diverses et communes, des avantages à voir se démanteler tout le système multilatéral post-1945. Mais il n'empêche que les juges là disent très clairement que les crimes continuent. Ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou égalant pour une certaine temporalité, mais il peut y en avoir un deuxième, il peut y en avoir un troisième. S'agissant de certains grands responsables au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, il y a eu plusieurs mandats d'arrêt, avec des qualifications qui sont élargies progressivement au fil des enquêtes. Donc on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Est-ce que Vladimir Poutine, qui pour l'instant ne peut participer à certaines réunions internationales qu'en visio, eh bien, est-ce que l'exemple qu'il a donné va aujourd'hui, demain, être suivi par par Netanyahou? C'est ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il ne va pouvoir discuter avec les dirigeants du monde entier qu'en visio, comme le fugitif qu'il est là depuis cet après-midi. Et du coup, juste pour revenir sur donc, les pays signataires du statut de Rome, il y en a 124. Oui. Ils ont un devoir maintenant parce que cette décision est contraignante. Mais concrètement, pour que les gens comprennent, qu'est-ce que ça veut dire ce devoir? Donc si demain, on va dire Netanyahou prend un avion et atterrit en France, quel est le devoir de la France? Est-ce que c'est un devoir politique? C'est-à-dire, est-ce que c'est Macron qui choisit oui ou non? Ou est-ce que c'est même pas Macron, c'est la justice qui choisit oui ou non, on l'arrête, etc. Comment ça doit se passer concrètement? Alors évidemment, c'est une vieille rhétorique pour disqualifier l'œuvre de la justice et de la politiser, et politiser l'action des juges. C'est ce que font certains responsables publics en France quand on leur demande des comptes, en Allemagne, aux États-Unis. Justice politique, donc justice non avenue, justice qui n'a plus aucune espèce de crédibilité. Mais les gens ne sont pas des idiots. Ils savent très bien que ce qui s'incarne et ce qui s'imprime ici, c'est le droit, rien que le droit. C'est la communauté internationale qui a voulu ériger la Cour pénale internationale. Donc Macron ou les dirigeants anglais ou allemands, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Il n'y a pas de choix. Ils sont obligés, la justice française est obligée d'arrêter Netanyahou s'il foule le pied du territoire français. Point à la ligne. Si la France ne le fait pas, elle se met hors jeu de la Cour pénale internationale, elle se décrédibilise vis-à-vis de l'ensemble des États de la planète, et il n'est pas pensable qu'elle le fasse. Alors, la Cour pénale internationale est quand même démunie, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de police internationale. Mais il y a un risque réputationnel et d'image très fort pour des États qu'accueillerait Netanyahou, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Conseil de sécurité, alors, évidemment avec cette menace du droit de veto des États-Unis qui vient d'ailleurs d'opposer son veto à un cessez-le-feu à Gaza, ce qui est quand même une décision absolument atroce et d'un cynisme absolu. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations unies avec moins de pouvoir, peuvent décider de sanctions à l'égard des États qui refusent de coopérer. Il y a très peu d'exemples, c'est très compliqué parce que quand on sanctionne un pays, on sanctionne une population qui elle-même n'a qu'une obsession, c'est de se débarrasser d'un régime qui ne cesse de les meurtrir et de les appauvrir. Donc c'est pas forcément la solution idoine. La solution idoine, c'est qu'il y a des dirigeants politiques en Israël demain qui soient capables de tendre la main à la paix, qui soient capables de respecter les résolutions du Conseil de sécurité, qui soient capables de revenir à la lettre et l'esprit des accords d'Oslo et de mettre fin à des décades et des décades de déni des droits des Palestiniens et mettre fin à une des plus grandes injustices de l'histoire contemporaine. Si ça avait été un autre pays qu'Israël, qui avait massacré, tué 45 000 personnes en l'espace d'un an, dont 70% de femmes et d'enfants, mais ce pays aurait été mis au banc des nations, tout de suite, sans l'ombre d'une hésitation. Et si ça avait été un pays musulman, il aurait été criminalisé et honni, et à juste titre. Mais Israël, avec le soutien aveugle et absurde et suicidaire des États-Unis, qui d'ailleurs est le seul grand pays démocratique avec Israël à vouloir saboter l'action de la Cour pénale internationale, demain, il y aura peut-être des sanctions contre Karim Khan
l'administration de Bush va peut-être, pourquoi pas, demander des mandats d'arrêt contre les juges de la Cour pénale internationale, saisir les avoirs des juges, tout est possible avec ce personnage atroce. Donc on est rentré là dans une période de l'humanité difficile, tumultueuse, et on voit bien que les juges ont eu le dernier mot, comme les juges italiens face à Meloni sur le rapatriement dans des conditions atroces d'un certain nombre de migrants. Il ne faut pas sacraliser, idéaliser la justice, mais les juges font aujourd'hui partie des derniers contre-pouvoirs à l'échelon national et international contre l'universalisation des populistes et du cynisme. Merci. Avant de te laisser tranquille, William, je voulais revenir sur un petit point. Tu parlais de quelque chose, tu disais, ce n'est seulement que le début du processus. Donc, par là, est-ce que tu veux dire que potentiellement, parce que là, les mandats d'arrêt se focalisent sur Gaza, mais on sait qu'il y a des exactions terribles aussi en ce moment en Cisjordanie, il y en a aussi au Liban. Est-ce qu'il y aurait d'autres mandats possibles de la part de la Cour? Absolument. Et j'ai un exemple précis je voulais te poser une question là-dessus. Les soldats qui ont la double nationalité. Mais je voulais te poser sur la double nationalité. Tu sais, les soldats franco-israéliens qui sont en train de commettre des crimes de guerre à Gaza. Est-ce que, par exemple, cette décision pourrait, à un moment ou à un autre, les toucher? Alors, il faut se souvenir que dans le statut de la Cour internationale, il y a l'article 16 et 17. Un des moyens de défense d'Israël, c'était de dire, mais cette justice pénale internationale n'a aucune compétence parce que nous sommes capables de juger les responsables de ces crimes. On sait très bien que c'est la loi de l'impunité absolue ou quasi absolue qui est institutionnalisée en Israël s'agissant des crimes commis par Tsahal. Si demain un juge d'instruction est saisi de crimes commis par une famille franco-libanaise, par une famille franco-palestinienne, oui, elle sera compétente, oui, elle devra instruire. Un juge d'instruction est en train d'instruire une plainte que nous avons déposée pour Salah Hamouri, le grand militant palestinien qui, souvenez-vous, il y a plus d'un an, a été expulsé d'Israël, et il va y avoir des actes d'investigation. Tous les pays du monde dont les ressortissants ont une double nationalité italo-israélienne, franco-israélienne, sont compétents pour juger de ces crimes. Il faut rappeler que la compétence de la Cour internationale est une compétence subsidiaire si l'État concerné au premier chef n'a pas les moyens ou la volonté de juger les crimes. Et dans le cas d'Israël, c'est évidemment une contestation que chacun peut faire aujourd'hui de façon implacable. Et puis pour répondre, il y a des crimes de guerre qui se commettent là. Merci beaucoup. Pardon. Ok. Très bien, Franck. Donc, je voulais te répondre sur le Liban. Non, vas-y, on était un peu décalé. Je croyais que tu avais fini. Vas-y, William. Je peux enchaîner? Oui. Et puis par ailleurs, ce qu'il y a très spectaculaire et sans précédent dans les crimes susceptibles d'être reprochés à Israël, c'est qu'il concerne plusieurs territoires en même temps. Gaza, qui est au cœur des mandats d'arrêt qui ont été émis et ratifiés, la Cisjordanie, les tortures contre des milliers de Palestiniens qui ont été arrêtés, et parmi eux des professeurs, des journalistes qui n'ont rien à voir avec le Hamas, les crimes de guerre commis en Syrie, les crimes de guerre commis au Sud-Liban, à Beyrouth, tout ça peut demain faire une constellation de nouveaux mandats d'arrêt, de nouvelles enquêtes, pas simplement contre Netanyahou, mais sans doute élargies à d'autres responsables civils et militaires israéliens. Merci beaucoup, William. C'était vraiment très important de t'avoir. Tu es vraiment un des plus grands spécialistes en plus sur la question de la CPI. Donc ton éclairage était vraiment important.